Bonjour à tous, je m'appelle Florence Moulin, je suis expert au Sémafroid. Je travaille donc dans l'unité expertise du Sémafroid et je suis également référent pour les équipements sous pression au sein du Sémafroid. Alors, la réglementation pour les équipements sous pression est quelque chose qui existe en France depuis assez longtemps, qui a été repris d'une manière générale donc à la fin des années 90 d'une manière européenne pour harmoniser cette réglementation sur le sol européen. Le but de cette réglementation, comme l'ensemble des réglementations européennes, étant dans un premier temps de permettre la libre circulation des équipements sur le territoire européen. Le but de l'Union européenne étant avant tout la libre circulation et le commerce, et puis bien entendu pour celle-ci précisément d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ceci s'est traduit donc en 1997 par une directive, la directive donc 2397/CE, qui a défini ce qu'était un équipement sous pression, qui a indiqué une présomption de conformité aux normes à harmoniser, sachant qu'un certain nombre de normes sont réabordées par la directive elle-même, et avec un résultat qui est formalisé par un marquage CE. Cette directive a fait l'objet d'une refonte donc en 2014. Donc ça, c'est la base du texte européen. Alors, en France, nous avions déjà une réglementation qui date de fort longtemps, puisqu'elle date, la première date de janvier 1943. Et vous avez, je pense, pour certains d'entre vous, en tout cas pour les moins jeunes, excusez-moi, déjà entendu parler de ça, puisque c'est une réglementation qui était formalisée sur les équipements par le marquage tête de cheval du service des mines. Je pense que pour quelques-uns, ça veut dire quelque chose. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'on avait malgré tout une première réglementation qui datait de 1943, et puis un arrêté donc, qui a vu le jour 17 ans plus tard, et qui lui était appliqué plus précisément aux équipements frigorifiques. Parce que à ce moment-là, et l'exemple n'a pas été suffisant a priori pour continuer, tout ce qui était pris en compte dans le texte global des équipements sous pression abordait des contrôles qui étaient totalement inapplicables dans le monde du froid. Donc il y avait une particularité des dérogations qui ont été mises en place au travers de cet arrêté. La directive de 1999 donc, a été transposée au travers d'un décret français en 1999 en France pour une mise en application donc, qui était européenne le 29 mai 2002. Au niveau de la conception de la fabrication des équipements sous pression, les textes ont été clairement appliqués. C'est-à-dire que tous les équipements qui ont été mis sur le marché étaient en totale conformité avec la réglementation. La réglementation demandait également qu'il y ait un suivi en service des équipements. Parce que s'assurer de la pression de ce qui est fabriqué à l'instant T est une chose, s'assurer que la sécurité va être compatible avec la vie de l'équipement dans le temps en est une autre. Donc les textes demandent en même temps qu'il y ait un suivi en service de ces équipements sous pression. Et puis dans ce cas-là, on s'est retrouvé donc, dans la même problématique que dans les années 40 et 60, c'est-à-dire que le texte général qui a été réalisé au travers d'un arrêté, donc l'arrêté du 15 mars 2000 modifié, s'est trouvé de nouveau inapplicable pour le monde du froid. Alors il se trouvait inapplicable pour le monde du froid parce qu'il demandait en fait de mettre en place un certain nombre d'interventions comme d'aller regarder ce qui se passait sous les isolants. Dans le froid, si on enlève l'isolant, on altère drastiquement l'équipement. De faire des visites intérieures des équipements, donc ça veut dire qu'il fallait ouvrir, il fallait regarder, donc mise à l'air. Et on sait que c'est une des choses contre laquelle on se bat dans un système frigorifique. Et puis le troisième élément était que lors des requalifications périodiques, il fallait faire une épreuve de pression sur l'équipement, et en particulier une épreuve hydraulique. Et vous savez que si nos équipements n'aiment pas l'air, ils aiment encore moins l'humidité. Donc ça voulait dire on prend tout, on met à la poubelle. Donc pour le coup, ça n'a pas été appliqué. On va voir comment les pouvoirs publics ont mis en place le moyen d'appliquer tout ça. Alors avant d'aller un peu plus loin, on va reprendre un petit peu les éléments de base, puisque finalement la réglementation
dans le domaine de la conception et de la fabrication, donc aborde le fait qu'un équipement qui peut présenter un danger ne pose pas de risque. Et puis l'évolution du risque va être donc liée à son vécu, d'où l'importance de suivre cet équipement pendant sa durée de vie. Le danger, c'est ce qui est potentiel, qui est intrinsèque à l'équipement. Le risque, ce sont toutes les données extérieures qui vont faire que ce danger va se manifester et réellement devenir problématique. En l'occurrence, on est sur les personnes et l'environnement. Et donc, le suivi en service va nous permettre de vérifier que la dose et la gravité qui ont été initialement prévues par la conception de l'équipement ne s'altèrent pas dans le temps. Voilà, donc en amont, conception, fabrication, maintenance, et pour la suite, donc suivi en service, vérification que le potentiel de danger initial ne soit pas altéré et ne progresse pas et donc ne devienne pas un risque. Ce qui veut dire que pour les éléments qui existent, qui sont déjà installés et qui n'ont pas fait éventuellement l'objet de cette conception initiale, il va falloir identifier les équipements pour savoir si oui ou non ils présentent un risque et puis observer comment ils évoluent dans le temps et lors de leur utilisation pour effectivement veiller à ce que le danger reste initial et n'évolue pas en facteur de risque. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'arrêté du 15 mars 2000 modifié qui se préoccupe donc de ce suivi en service des équipements sous pression s'applique à l'ensemble des équipements sous pression du marché, c'est-à-dire que ça va s'appliquer aussi bien à une chaudière qu'à un système frigorifique. C'est une approche qui a été conçue par équipement, c'est-à-dire un équipement, ça va être par exemple un réservoir, c'est quelque chose d'unitaire. On est donc sur une approche qui est élémentaire et qui considère les données intrinsèques de l'équipement, uniquement. Donc le suivi en service va s'occuper de vérifier que l'équipement est bien cantonné dans sa zone de risque, la zone de risque pour laquelle il a été conçu. Et c'est là que l'on va retrouver effectivement nos trois vérifications dans la vie de l'équipement qui sont totalement inacceptables pour notre métier. Donc pour le coup, ça n'était pas appliqué dans le monde du froid. On voit que cette réglementation est sortie en 2000 et n'a jamais été appliquée. Donc les pouvoirs publics avec la profession se sont préoccupés de modifier cette réglementation pour qu'elle devienne applicable dans le monde du froid. Ça a été le cas en 2010 et 2011 avec des cahiers techniques professionnels. Il y en a eu 3 qui ont été publiés. Ils n'ont pas été davantage appliqués parce qu'ils étaient très complexes. Donc pour le coup, quelques temps plus tard, les pouvoirs publics et les organismes professionnels se sont à nouveau réunis pour refondre tout ça et ça a donné lieu en 2014 à un cahier technique professionnel qui s'appelle Système frigorifique et qui a été réellement conçu pour être applicable. À partir du moment où ce cahier technique a été rendu applicable et beaucoup plus aisé que le précédent, les pouvoirs publics ont considéré que le monde du froid avait tous les moyens pour l'appliquer et désormais font des contrôles sur le terrain. Donc il y a un certain nombre d'enseignes qui ont été visitées, soit régionalement, soit ponctuellement, et qui se sont retrouvées à être effectivement à recevoir des amendes plus ou moins conséquentes parce qu'ils n'étaient pas en conformité avec le suivi en service des équipements. Alors le cahier technique est donc une approche dérogatoire à l'arrêté du 15 mars 2000. Alors elle a renforcé certains contrôles ou a modifié la teneur des contrôles, et en l'occurrence ce qui était réalisable par une personne simplement compétente désormais ne peut être fait que par une personne habilitée. Il y a donc une formation de la personne qui va intervenir sur ce suivi en service. Et puis et surtout, c'est que d'une approche élémentaire, on en arrive à une approche systémique. C'est-à-dire qu'on va sortir de ce regard unique de l'équipement par rapport à ce qu'il est lui-même, pour se préoccuper de l'équipement avec ce qu'il est lui-même, mais dans un environnement qui est le circuit frigorifique, puisqu'un circuit frigorifique va lui associer divers éléments, et la manière de fonctionner du circuit va changer complètement les critères de danger ou de risque. En préambule, je vous
je vous parlais des normes harmonisées qui sont prises en compte. Donc le cahier technique professionnel s'appuie également totalement sur la NFEN 378 qui est la norme du froid. Donc on va retrouver toutes les bases d'application du cahier technique dans la norme 378. Alors traduit de manière plus concrète, ça veut dire qu'on va considérer lors de sa mise en service l'équipement par le danger qui est relatif à l'installation. On est sur de la pression, donc sur de l'élévation de pression, et dans un système frigorifique, ce qui va nous intéresser en regard de la pression, c'est la pression de condensation. Et la pression de condensation est liée à l'environnement, donc c'est l'environnement dans lequel va fonctionner le fluide, le circuit, donc lié aux conditions extérieures, mais qui sont également intimement liés au type de fluide frigorigène que l'on va utiliser. Donc deux éléments totalement différents que de l'arrêté du 15 mars 2000 et qui sont des critères environnementaux de l'équipement. Un équipement, il est conçu pour X fluide frigorigène et pour travailler sur des plages de pression. Ce qui va faire qu'il fonctionne à une pression maximale et dépendante du fluide, c'est l'installation frigorifique. Donc la catégorie de risque de l'élément peut totalement varier en fonction de ce qu'il a été conçu et de l'environnement dans lequel il a été utilisé. Donc cette analyse systémique va consister pour nous à identifier l'équipement et ses caractéristiques intrinsèques. La première chose pour savoir si quelque chose présente un danger, c'est de savoir qui il est. Donc la première chose, c'est de pouvoir l'identifier. Ensuite, de déterminer quels sont les niveaux de protection qu'il doit comporter. Donc niveau de protection intrinsèque, les caractéristiques de l'installation, le niveau de risque qui est lié à l'installation et le niveau de protection de l'installation. On en arrive donc à une approche qui est complexe puisqu'on va lier en fait deux sources de données pour les croiser. Alors tout à l'heure je vous disais qu'effectivement le niveau de risque peut changer. Si on prend par exemple un compresseur c'est un volume, hein, donc on va s'intéresser au volume du compresseur. Il est fabriqué par le fabricant de compresseur et identifié comme étant de niveau de risque catégorie 2. Le fait est que si on l'utilise avec du 404A comme fluide frigorigène, on a une pression, basse pression, puisqu'un compresseur est en basse pression dans la cuve de 14 bars. Ce qui nous intéresse pour déterminer la catégorie, c'est le couple pression-volume. On a avec du 404A un couple pression-volume de 231 bars litres. On est effectivement catégorie 2. Donc on peut simplement dire que oui, le compresseur est utilisé conformément à ce pourquoi il a été prévu. Par contre, si au lieu d'utiliser du 404A, on se retrouve avec du 417A, frigorifiquement, le service rendu est toujours le même, hein, on a simplement changé de fluide frigorigène. Mais le 417A fonctionne à des pressions qui sont nettement inférieures que le 404A. Et pour le coup, la même petite opération nous conduit à un couple PSV de 165 bars litres. Et on se retrouve avec un équipement qui certes a été conçu pour un niveau de risque catégorie 2, mais qui dans son utilisation n'est plus que catégorie 1. Et là, la conséquence, c'est que catégorie 1, il est plus soumis au suivi en service. Et donc, pour le coup, on s'affranchit d'un critère préalable. Donc, c'est pour ça également que cette approche qui devient systémique et plus intelligente pour nous, devient malgré tout un peu plus complexe. Alors, pour concrétiser tout ça, ben voilà quelques photos. Donc ici, on voit une plaque signalétique de compresseur. Donc c'est un compresseur Manoroc en l'occurrence, avec un modèle, une série, un certain nombre d'informations. On voit ici le cycle PED, donc en anglais pression, directive des équipements sous pression, avec les caractéristiques techniques qui qualifient l'appareil, et puis son marquage CE, avec les 4 chiffres de l'organisme notifié qui l'a qualifié. Ici, c'est une plaque signalétique d'un compresseur Manoroc, qui n'est pas exactement le même, mais qui a été construit précédemment en fait, à la mise en place de la directive, donc il n'est pas marqué. Et là, en l'occurrence, alors si c'était autre chose qu'un compresseur, on dirait il n'est plus conforme puisqu'il n'est pas marqué. On n'a rien qui qualifie sa tenue à la pression. Donc on le rejette de l'installation et il faut le changer. Bon, en l'occurrence pour les compresseurs,
Il y a des dérogations qui ont été mises en place et on peut les conserver. Ici, une plaque signalétique d'un réservoir de liquide. Alors, on a quelques informations partielles. On voit la marque, on a quelques données, mais l'étiquette a été déchirée. Donc, on n'a rien qui justifie que cet équipement a été fabriqué conformément à la directive. Pour le coup, cet équipement devra être changé. À moins que l'on puisse prouver en appliquant diverses données du cahier technique qu'il est conforme, cet équipement avec ce type d'étiquette doit être changé. Rien ne nous prouve sa conformité. Et voilà ici, enfin, pour terminer, une plaque signalétique de soupape de sécurité donc, qui est installée sur les réservoirs. Et là, on retrouve bien un ensemble d'informations avec des informations relatives à la pression et le marquage à 4 chiffres qui nous permettent de considérer que l'équipement est conforme à la directive et qu'il va être conservé. Voilà, donc le cahier technique professionnel du système frigorifique a permis au monde du froid de se mettre en conformité avec la réglementation du suivi en service des équipements sous pression. Pour autant, le fait est que c'est une approche complexe, même si ça nous donne des facilités, c'est une approche complexe. Et pour le coup, le CEMA-Froid s'est engagé dans l'assistance pour la mise en conformité des équipements sous pression, en réalisant le recensement des installations qui sont existantes, en déterminant leur conformité intrinsèque, donc la conformité technique, en identifiant éventuellement les remplacements de matériel qui devraient l'être, et puis en réalisant les opérations réglementaires de visite initiale et d'inspection périodique. Voilà, je vous remercie de votre attention.